recevront également. D'ailleurs, nous avons beaucoup à dire car la filière est très dynamique en Bourgogne-Franche-Comté et malheureusement peu de temps pour le faire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à notre premier interlocuteur, Julien Ettersperger, responsable innovation, santé et partenariat académique au pôle Médicène Paris Région, qui est avec nous en visio. Monsieur Ettersperger, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Eh bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mes slides. Vous me dites si c'est bon. Ça a l'air tout bon. Ça a l'air tout bon. Donc, merci. Et c'est à moi que revient quelque part l'honneur aussi de présenter le début de ce French Bioproduction Tour, cette initiative globale qui s'inscrit, vous venez de le rappeler, dans une initiative aussi nationale où on travaille tous collectivement pour promouvoir ces forces régionales. Peut-être juste avant de rentrer dans ce qu'est le French Bioproduction Tour, juste quelques rappels sur ce qui se passe au niveau national. Et il y a depuis 2019 une initiative bioproduction dans le contrat stratégique filière qui justement vise à structurer les choses et auxquelles les pôles de compétitivité et clusters sont fortement mobilisés avec trois enjeux majeurs comme clé de voûte pour cette stratégie. C'est développer et industrialiser des innovations de rupture technologique pour réduire les coûts de production qui, dans certains segments, sont encore trop élevés pour permettre de garantir une souveraineté ou en tout cas d'avoir un modèle économique viable sur le long terme pour nos systèmes de soins. Le deuxième axe, c'est un aspect d'attractivité pour notre territoire, de faciliter l'ancrage sur notre territoire auprès des acteurs locaux sur donc cette concurrence internationale. Et la troisième ambition, c'est donc de faire de la France une place forte de la bioproduction d'ici les 2030, donc c'est une petite dizaine d'années. Il y a déjà eu des premières réalisations qui sont, on va dire, avec un fort succès, des financements R&D conséquents. Rien qu'en 18 mois, il y a plus de 50 millions d'euros d'argent en termes de grants qui ont été obtenus autour de cette thématique. On en a parlé rapidement sur le grand défi bioproduction, aussi 30 millions mis sur la table par l'État, des outils de formation innovante qui seront décrits un peu plus tard, des financements industriels conséquents sur le territoire, une roadmap stratégique qui a été effectuée et réalisée l'année dernière, et la mise en place, qui est encore en cours, d'une structuration nationale qu'on appelle l'Alliance France Bioproduction. Et donc, toutes ces raisons contribuent au dynamisme de la filière. Et quelque part, aujourd'hui, le French Bioproduction Tour vise aussi à rassembler tous ces acteurs, informer sur ces initiatives nationales et voir comment, au niveau local, il y a une complémentarité qui joue entre le national et le régional. Et donc, c'est pour ça qu'avec 12 pôles de compétitivité et clusters, on a décidé collectivement d'organiser un événement commun qu'on appelle le French Bioproduction Tour, qui est en fait un tour de France virtuel des régions, des forces, des complémentarités. C'est vraiment ça qu'on veut souligner, comment on travaille bien ensemble, partager la vision et la stratégie de chaque territoire, avec bien sûr des tables rondes, des acteurs locaux, et vraiment souligner, j'accentue ce terme, la complémentarité au niveau national, pour montrer qu'en fait on peut tous travailler ensemble. French Bioproduction Tour en est un exemple pour justement cette attractivité internationale. La compétition, elle est en Asie et elle est en Amérique du Nord. Elle n'est pas entre nous et on a tout à travailler ensemble. Et donc, je vous ai rappelé ici les différentes étapes. Donc on est aujourd'hui à la troisième étape. Il y a eu la première qui a été réalisée fin de l'année dernière. La deuxième réalisée il y a à peu près trois semaines. Et aujourd'hui, donc je suis très heureux qu'on soit en Bourgogne-Franche-Comté pour justement voir toutes les forces de ce territoire. Vous voyez que derrière, il reste quatre étapes. Et ce que je vous invite, c'est vraiment à participer à tous, que vous verrez par vous-même les forces de chacune de ces étapes et de chacune de ces régions. Je m'arrête là. Merci. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ettersperger. Alors, nous aussi, on est content que vous soyez en Bourgogne-Franche-Comté, je vous assure, et on est également ravis de vous présenter aujourd'hui toutes les forces, effectivement, du territoire en matière de bioproduction.
Cette étape, Bourgogne-Franche-Comté, nous la devons notamment au PMT, anciennement le pôle des microtechniques, qui est à l'initiative. J'ai donc le plaisir d'accueillir M. Laurent Deschamps, vous êtes président du PMT. Monsieur Deschamps, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le PMT pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque nous avons des gens sans doute de France entière qui nous écoutent? D'accord, bonjour à tous. Très simplement, le PMT, c'est un pôle de compétitivité depuis 2006. C'est plus de 200 adhérents et notre mission, c'est d'accélérer l'innovation et développer le business des entreprises industrielles de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. En outre, on a développé un savoir-faire spécifique dans le domaine de l'accompagnement dédié des startups. Alors, comment le PMT travaille avec la filière de la bioproduction? Alors, le cluster PMT Santé fédère et anime la filière des productions, excusez-moi, il fédère et anime la filière des technologies de santé pour la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que cette animation a lieu dans le cadre d'un plan qui s'appelle PMT Health et qui est cofinancé par la grande région et puis Grand Besançon Métropole. Alors, peut-être une question qui va intéresser également tous nos spectateurs. Qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ce webinaire? Alors, plusieurs aspects qu'on est content de vous présenter en Bourgogne-Franche-Comté. D'une part, vous pourrez repérer vraiment la grande quantité de compétences que la région détient dans le domaine de la chaîne de valeur des bioproductions. On pourra identifier et remarquer des acteurs aussi bien dans le domaine des services, dans le domaine des prestataires, dans la phase de recherche et de développement. Et on pourra également observer, remarquer des acteurs du domaine de l'industrialisation ou vraiment de la production de masse des biomédicaments. Et puis également des start-upers nous présenteront l'environnement attractif et bienveillant que la région propose. Et enfin, nous pourrons écouter et découvrir la vision et aussi mesurer le support réel des principaux responsables politiques régionaux. Un vaste programme, mais promis, on ne vous retiendra pas plus que nécessaire. Pour débuter, je vous propose de voir que la santé s'inscrit historiquement dans notre région et que la bioproduction est présente de longue date sur notre territoire. Pour ce faire, nous allons aborder l'un des 6 intégrateurs industriels labellisés par le grand défi biomédicaments. Christophe Bézier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez donc nous en dire un peu plus. En parallèle, vous pourrez voir un petit film de présentation pour vous montrer la première salle blanche de l'EFS. Première question, peut-être, Monsieur Bézier. Quelle est la place de la bioproduction et du biomédicament en Bourgogne-Franche-Comté? Alors la place de la bioproduction et du biomédicament en Bourgogne-Franche-Comté est de tout premier plan. Nous avons un écosystème dans la région, dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté, qui est extrêmement favorable avec un certain nombre d'acteurs historiques et plus récents qui permettent ce développement et cette maturation de l'ensemble des projets de bioproduction que nous portons conjointement avec certaines startups, de nombreux pôles de compétitivité. La chance d'avoir 2 CHU sur notre territoire également, pour les recherches cliniques, c'est absolument indispensable. Les universités qui nous accompagnent, aussi bien l'Université de Franche-Comté que l'Université de Bourgogne et l'Université de Bourgogne-Franche-Comté dans leur ensemble. Le pôle des microtechniques qui est très partie prenante, bien entendu, dans nos activités. Et puis aussi et surtout, à l'établissement français du sang, nous avons un savoir-faire ancien qui se traduit aujourd'hui par un système, une unité mixte de recherche INSERM, université et EFS, dont les chercheurs ont de très belles idées avec de très très beaux projets d'envergure nationale, voire internationale, et que nous allons mettre en place sur notre plateforme de biothérapie qui vient d'être labellisée donc intégrateur par le Grand Défi, tout ça grâce à l'écosystème extrêmement intéressant. Alors comment l'EFS s'est retrouvé dans la position d'un intégrateur?
Eh bien, comme je vous le disais, nous avons historiquement des compétences à l'établissement français du sang sur les cellules souches, hein, au départ sur les greffes, hein, greffes et transplantation. Et puis, petit à petit, les compétences se sont développées au-delà de l'ingénierie cellulaire sur la thérapie génique. Et très rapidement, grâce à une banque de sang placentaire en particulier, grâce à la création de l'unité mixte de recherche dont je parlais à l'instant, nous avons réussi à fédérer un petit peu les compétences pour arriver à un écosystème EFS et bien au-delà qui permettent de donner en fait à la région cette visibilité. Des compétences, donc, bien sûr, des équipements hein, de tout premier plan aussi, des salles blanches, on en a parlé. Et on en voit une en même temps, effectivement. Voilà, tout à fait. Nous sommes établissement pharmaceutique, donc capable de produire des médicaments de thérapie innovantes depuis 2016. Voilà, et puis il nous manquait un maillon qui a été inauguré hier, hein, qui s'appelle Bio-Innovation, qui est le lieu de rencontre de l'ensemble de ces acteurs et de ces filières. Notre région compte de beaux projets. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les 2 projets qui ont été sélectionnés au niveau national ? Oui, donc suite à la labellisation de la plateforme de Grand Défi, nous avons reçu 8 projets, dont 2 ont été retenus effectivement. Donc il y en a un qui s'appelle Stellar, qui est porté en partie par une autre plateforme EFS, qui est celle de Nantes, hein, la BG, et qui donc a pour but surtout de proposer un système de contrôle en continu de l'ensemble des bioproductions. Ce qui est tout à fait innovant, puisqu'aujourd'hui, il faut intervenir au risque, bien entendu, de contamination de l'ensemble de la bioproduction. Et donc, les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître permettront de faire ça en continu et sans ouverture du circuit. Le deuxième projet qui a été retenu initialement, c'est le projet Universel, qui est également accompagné par une autre plateforme de l'EFS, qui est la plateforme de Saint-Imier, à côté de Grenoble, et qui, grâce à 2 industriels, que sont Carrousel et Naturamol, a pour but d'optimiser les bioréacteurs, c'est-à-dire l'ensemble de la bioproduction, et également donc Carrousel est spécialisé dans ce qu'on appelle les microporteurs, donc l'optimisation de la surface d'expansion des cellules dans le cadre de la création des médicaments de thérapie innovante et de leur bioproduction. Monsieur Bézier, concrètement maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les ambitions de l'EFS? Alors, les ambitions de l'EFS sont bien sûr de continuer à accompagner tous les projets, qu'ils soient internes de notre propre recherche ou de la recherche de l'EFS en général, hein, puisque nous ne sommes pas le seul lieu de recherche. Et on peut fédérer, bien sûr, sur notre plateforme de biothérapie beaucoup de projets. Accompagner également des projets externes, hein, bien entendu, dans leur phase de fin de développement ou maturation jusqu'à une production. Et puis, produire des médicaments de thérapie innovante. Aujourd'hui, nous sommes positionnés sur des phases 1 et des phases 2. Clinique, et grâce aussi à nos 2 CHU, et surtout le CHU de Besançon qui est en très grand lien avec la plateforme de Besançon. Peut-être que plus tard, nous aurions l'ambition, si c'est possible un jour, de faire des phases 3 et des phases 4 de plus grande capacité. Pour l'instant, nous sommes dans des phases 1 et des phases 2 et nous maturons ces projets. Et comme le disait l'interlocuteur au tout début, hein, le grand défi a l'ambition aussi que la bioproduction devienne moins chère et accessible. Et là, nous avons certainement un rôle à jouer pour faire en sorte que la production des médicaments de thérapie innovante devienne accessible à tous les patients. Un beau projet, Monsieur Bézier. Voilà, en un mot, la souveraineté française réinstallée. Et accessible. Absolument. Merci à vous, Monsieur Bézier. Nous allons poursuivre avec un projet collaboratif qui s'inscrit dans le cadre du programme de spécialisation intelligente, RIS3. Il s'agit de MIMEDI, le microtechnique pour les médicaments innovants. L'EFS, que vous représentez, Monsieur Bézier, ainsi que CellQuest et Made in Pharma collaborent au projet MIMEDI. Avant d'en parler, quelques images valent souvent bien plus que les mots. On va donc introduire le propos.
On savait un petit peu plus sur le MIMEDI. Alors, Alain Pacoret et Sylvain Perruche nous ont rejoints. Alors, Monsieur Pacoret, vous êtes président de CellQuest. Bonjour. Monsieur Perruche, vous êtes président de Made in Pharma. Bonjour. Gardez les masques, on a encore 2 minutes avant les questions. Pour mieux vous connaître, messieurs, et vos structures qui travaillaient donc avec l'EFS sur le projet MIMEDI, je vous propose de regarder un petit film de présentation sur chacune de vos entreprises, CellQuest et Made in Pharma. A tout de suite. Je suis d'abord ingénieur de formation et on peut dire peut-être un serial entrepreneur parce que j'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine du diagnostic in vitro. Et aujourd'hui, je suis président d'ITSA Diagnostic et de CellQuest. Alors ITSA Diagnostic conçoit sur mesure et fabrique en série des instruments pour les industries du diagnostic in vitro. Et nous avons nos propres produits, en particulier pour le dépistage des cancers, du col de l'utérus, de la thyroïde, du sein, et que nous vendons en France et à l'étranger. Et à travers le projet MIMEDI, nous avons eu l'opportunité de créer une nouvelle société qui s'appelle CellQuest et qui est spécialisée, elle, dans le développement d'équipements pour les médicaments de thérapie innovante. L'innovation chez CellQuest, c'est de développer aux côtés des chercheurs qui travaillent sur ces nouveaux médicaments, des modules en système clos qui vont leur permettre plus rapidement de produire ces médicaments d'une part, et d'autre part d'abaisser les coûts de production. Je m'appelle Sylvain Perruche, je suis chercheur INSERM et maintenant président de la société Made in Pharma. Mon parcours il est simple, j'ai fait mes études ici en tant que thésard et puis 2 ans de postdoc aux États-Unis, puis de retour en France, j'ai pris une position de chercheur au sein de l'INSERM. Made in Pharma développe des candidats médicaments biologiques basés sur l'innovation de la société qui est de fabriquer ces médicaments à partir de cellules humaines qui vont, dans certaines conditions, produire naturellement ces facteurs-là. Et c'est ces facteurs-là qui composent nos médicaments. Donc ces propriétés font qu'ils sont très bien tolérés et très efficaces dans les modèles précliniques. On voit qu'ils arrivent à traiter les maladies inflammatoires chroniques. Aujourd'hui, ce médicament il est assez compliqué à fabriquer parce que ça nécessite des expertises qui sont assez rares en France sur la manipulation de produits dérivés du sang et sur la manipulation en général de tous les produits biologiques. Donc on a réussi à mettre en place un circuit de fabrication avec des prestataires en France et en Belgique qui nous permet aujourd'hui d'aller en clinique dès le début de l'année prochaine. Plus sur CellQuest et Made in Pharma. Après mes questions, nous consacrerons un petit temps, quelques minutes d'échange. Donc n'hésitez pas dès maintenant à préparer vos questions si vous souhaitez pour nos intervenants. Donc je me tourne vers vous, messieurs, Monsieur Bézier, Monsieur Pacoret, Monsieur Perruche. Donc l'EFS, CellQuest et Made in Pharma collaborent sur le projet MIMEDI. Comment est-ce qu'est né MIMEDI justement? Lequel veut se lancer? Je peux me lancer. Monsieur Perruche. Merci. Donc, MIMEDI, il est né d'un besoin. Comme l'a dit Christophe, dans cette production des médicaments, on a besoin de réduire le coût de fabrication et puis d'améliorer l'innovation pour les fabriquer à moindre coût, mais surtout avec des technologies nouvelles. Donc on a de beaux projets et on avait besoin d'un apport autre. Et à Besançon, on bénéficie de l'Institut FemtoST qui est dans la science dure, les sciences physiques, l'acoustique, la chimie, enfin toutes des sciences que nous, chercheurs biologie, on ne connaît pas. Mais on s'est dit, ces technos qu'on utilise aujourd'hui, est-ce qu'elles ne pourraient pas être améliorées à travers cette expertise? Et c'est de là qu'est venu le projet MIMEDI, aller chercher cette expertise et les industriels locaux pour mettre en œuvre ce besoin. Est-ce que vous souhaitez compléter, messieurs? Non, simplement peut-être juste rappeler que Besançon est quand même le terreau d'une industrie de précision qui a peu à peu disparu et qui s'est reconvertie peut-être dans ces microtechniques et dont nous bénéficions pleinement aujourd'hui. Alors, comment chacun de vous y prend part? Monsieur Pacoret peut-être, déjà. Alors, nous sommes industriels. Donc, nous avons comme objectif dans le projet MIMEDI de développer les équipements et les consommables qui vont permettre de robotiser, d'automatiser la production de ces médicaments. Donc avec le principal objectif, c'est d'abord de réduire les coûts de fabrication de ces médicaments, mais également de pouvoir accompagner dès le départ, dès le développement des médicaments, avec ces équipements pour les adapter, pour qu'ensuite on puisse les utiliser pour la validation, et surtout quand ils seront validés et autorisés à la mise sur le marché, de pouvoir les produire immédiatement. Donc le choix que nous avons fait, c'est plutôt de dire on va faire ces équipements pour produire simultanément
plusieurs centaines de médicaments dans une salle de 100 mètres carrés, sans intervention humaine ou presque. Ça, c'est notre objectif. Et alors, comment intervenez-vous, Monsieur Perruche? Et nous, Made in Pharma, donc on a un besoin très précis de fabrication d'un médicament biologique à base de cellules humaines. Aujourd'hui, les techniques à notre disposition, comme tout bioproducteur, c'est des techniques qui finalement datent d'il y a une dizaine d'années, voire un peu plus. Elles n'ont jamais été vraiment optimisées. Et donc le besoin a été d'aller voir ces autres personnes, ces autres chercheurs, pour leur demander si aujourd'hui on pouvait, dans le sang, aller chercher un globule blanc autrement qu'avec les techniques actuelles qui sont longues, qui demandent des structures, comme on l'a vu tout à l'heure, des salles blanches, qui nécessitent beaucoup de contrôle et qui du coup augmentent le prix final du médicament. Comment on peut aller chercher ce globule blanc ou ces globules blancs d'une manière autre pour justement optimiser, nous, notre production, réduire les coûts de fabrication et faciliter les volumes de production. Et M. Bézier, comment l'EFS prend part au MIMEDI? Je dirais que l'EFS a un rôle un petit peu central, c'est-à-dire qu'il est fédérateur de l'ensemble des acteurs. On met à disposition des médecins, des pharmaciens, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens sur la plateforme MIMEDI, qui permet effectivement, en fonction des besoins exprimés des uns ou des autres, de mettre les compétences en commun, de les essayer en fait, hein, de faire les essais et d'arriver effectivement à des solutions disruptives, moins chères et de plus grande capacité à moindre coût. Alors, j'ai encore une question pour nos intervenants, mais si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Grâce aux technologies, on me les transmet en temps réel, donc n'hésitez pas déjà à les préparer. Dernière question pour vous, messieurs, sur MIMEDI. Comment se passe le partenariat de façon concrète? Qui se lance? Monsieur Perruche? Oui, je veux bien. Nous sommes des ingénieurs, nous ne sommes pas du tout... Mais on a l'expérience à la fois des technologies à mettre en œuvre pour les domaines de la santé. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de participer dès le départ et d'avoir, je dirais, d'analyser les besoins dans le moindre détail, des besoins des chercheurs pour développer ces médicaments, ces équipements et ces consommables, pour qu'on puisse mettre en exacte adéquation, je dirais, ces besoins et ces équipements. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille vraiment, pour donner un terme médical, en symbiose, ensemble, mais d'une façon très présente. La preuve en est, c'est que demain, nous avons les clés de nouveaux locaux dans le bio-innovation, dans le local bio-innovation, qui va nous permettre encore plus de partager. Et ça, c'est essentiel d'avoir cette collaboration, mais vraiment très très étroite au quotidien. Et on l'a avec les EFS, avec les équipes des EFS, on l'a avec les Mini Pharma et d'autres sociétés. Est-ce que vous souhaitiez compléter sur ce partenariat très concret qui vous unit autour du MIMEDI? Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'au début, en effet, il a fallu beaucoup discuter, se comprendre, parce qu'entre chercheurs biologie, les industriels et tout, il a fallu trouver le même langage, un langage commun. Et puis, ça a donné naissance à plein de projets qu'on a pu, grâce à l'EFS, tester en conditions réelles. C'est-à-dire toutes les nouvelles innovations, c'est bien beau de les faire à la paillasse ou dans la société, mais est-ce qu'en conditions réelles, ça marche? Et donc l'EFS a mis à disposition justement le personnel qui est habitué à faire ces productions de médicaments innovantes et la structure qui nous permet de tester en conditions réelles. Est-ce que oui, c'est possible ou est-ce qu'il... Enfin, c'est pas toujours oui, mais en tous les cas, quelles améliorations on peut apporter à ces innovations, quoi. Allez-y, Monsieur Bézier, je vous en prie. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, le laboratoire de l'EFS, le laboratoire dédié à MIMEDI, et ce lieu de collaboration extrêmement étroit entre tous les acteurs. Et donc le lieu d'élaboration aussi des projets, de leurs tests, bien entendu, grandeur nature, avec dans toutes les conditions requises pour une bioproduction que nous souhaitons la moins chère possible, la plus optimisée, et demain offerte au plus grand nombre. Voilà. Et puis nous avons aussi quelques sujets aussi, même sur des technologies qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui vont revenir sur le plateau MIMEDI pour être encore optimisées. Nous avons même des appels de certaines sociétés externes qui, par l'intermédiaire de ce plateau de réflexion, vont pouvoir optimiser leur production actuelle. Alors, je me tourne vers nos spectateurs. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants sur le projet MIMEDI? En attendant que vous posiez vos questions éventuellement, moi j'en ai une qui vient en complément, qui n'était pas prévue, messieurs, attention. Quelles sont les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées et comment vous avez levé les barrières justement pour pouvoir collaborer et faire avancer ce projet? Peut-être que la première, effectivement, c'est, comme on l'a mentionné, c'est un projet d'une
de plus de 13 millions d'euros. Hein. Donc peut-être la première chose à laquelle nous nous sommes attaqués ou attachés, c'est surtout à avoir une gestion de projet la plus précise possible, avec une rigueur toute scientifique bien sûr, mais aussi financière, et s'aider donc de l'ensemble des acteurs pour que les fonds européens soient utilisés à leur juste valeur et vraiment de façon la plus optimisée possible. Merci beaucoup, Monsieur Bézier. Pas d'autres questions apparemment pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, si vous aviez plus tard d'autres questions sur Mimedis, c'est pas grave, c'est pas foutu. Vous nous les envoyez quand même, on les transmettra bien sûr à nos interlocuteurs. Je vais vous remercier tous les quatre d'avoir été à mes côtés. Monsieur, je vous libère tous, Monsieur Deschamps, Monsieur Facoret, Monsieur Bézier et Monsieur Perruche. Et puis nous sommes connectés avec Madame Marie-Guite Dufay, qui est présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Madame Dufay, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, puis quand j'entends les uns et les autres, c'est vraiment du bonheur. C'est du bonheur de sentir cette aptitude à la coopération sur un domaine aussi essentiel, le domaine de la santé, la création de médicaments qui peuvent être totalement révolutionnaires dans le traitement de maladies importantes, et du bonheur parce que cette coopération, elle se fait entre chercheurs, cliniciens, industriels, en partie sur la base de compétences traditionnelles, hein, qui sont les compétences des microtechniques. Dans notre région, les microtechniques, c'était l'horlogerie hier, c'est petit à petit devenu les microtechniques, et de voir que les microtechniques peuvent coopérer de façon aussi efficace avec le monde de la biotechnologie et de la biothérapie pour aller dans le sens de ces créations de médicaments innovants. Eh bien, voilà, c'est vraiment des beaux projets que nous avons forcément à cœur de soutenir, et c'est là qu'intervient le poids, effectivement, vous venez de le dire, des fonds européens et de la construction de programmes européens pour booster toute cette démarche. Alors justement, Madame Dufay, j'en déduis que vous tirez un peu une synthèse très positive. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots quand même quelle est la place de la bioproduction et du biomédicament en Bourgogne-Franche-Comté, selon vous? Mais c'est clairement une filière, nouvelle que nous sommes en train de construire. Hein. Traditionnellement, la Bourgogne-Franche-Comté, région très fortement industrielle, c'est l'automobile, autour de Sochaux, c'est l'énergie dans le Nord-Franche-Comté, autour de General Electric, d'Alstom, c'est la métallurgie au Creusot, c'est l'agroalimentaire à Dijon, c'est effectivement la question de la bioproduction qui est en train effectivement d'arriver, de se construire avec force, et nous avons une très très grande ambition à la matière, et cette ambition, elle est alimentée par la construction d'un écosystème qui rassemble des compétences à la fois académiques, cliniques et économiques. Et cette capacité à coopérer autour de tous ces talents et ces compétences, je pense que c'est vraiment un énorme et un très bon point de départ. Et j'ai confiance dans le point d'arrivée. Je crois que nous sommes une région qui est en train de creuser un sillon qui compte, pas simplement pour notre région, pas simplement pour notre pays, je pense vraiment au niveau international. Et alors, une dernière question, Madame Dufay, comment la région soutient cette filière? Je viens de vous le dire, à la fois par le biais des fonds européens, les 3/4 des financements qui sont arrivés sur Mimedis sont des financements européens, et puis par des politiques propres de la région de soutien à l'innovation qui sont allées sur Mimedis, comme elles vont aussi sur un certain nombre de start-up avec lesquelles nous travaillons dans ce domaine. Eh bien, merci beaucoup, Madame Dufay, pour votre temps, le temps que vous nous avez consacré. Nous vous laissons retourner à vos dossiers. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir, Madame Dufay. Au revoir.
Pour que la filière puisse grandir et se développer, il faut qu'elle s'appuie sur un écosystème industriel. En ce sens, la Bourgogne-Franche-Comté peut compter sur de nombreux sous-traitants, comme nous allons le voir. Nous allons vous en présenter 3 en particulier, riches de compétences essentielles pour le secteur. J'ai le plaisir d'accueillir à présent RD Biotech avec son président Philippe Dulieu. Bonjour Monsieur Dulieu. Nous allons également avoir Monsieur Philippe Gène en visio dans un instant pour représenter Oncodesign. Et puis également Sébastien Jacquet de Delpharm. Bonjour Monsieur Jacquet. Vous êtes le Business Development Manager, comme c'est bien dit en anglais. C'est tout à fait ça. Monsieur Dulieu, je vais commencer avec vous. Pendant qu'on va regarder un rapide film de présentation, est-ce que vous pouvez, avant cela, nous présenter en un mot RD Biotech? Oui. Alors, je suis Philippe Dulieu, je suis président de RD Biotech, qui est une société du groupe Biotech Investissement, qui compte aussi une autre société byzantine qui s'appelle Diaclone. Donc, RD Biotech est spécialisée en fait dans l'ingénierie des anticorps et leur production. On fait de la bioproduction. Et nous avons également une autre activité qui est très importante aujourd'hui, qui est une activité de production d'ADN plasmidique. Une activité, je dirais, très à la mode en ce moment, puisque à ce titre, nous avons participé au développement des vaccins de la société BioNTech en préparant cet ADN, qui est en fait une matière première qui va servir à l'élaboration des ARN messagers, qui sont les vaccins. Donc RD Biotech a été impliqué dans ces activités-là et a même un projet de développement d'une unité de production de cette matière première, l'ADN, pour un certain nombre d'applications thérapeutiques, les vaccins bien entendu, mais aussi des opérations de thérapie cellulaire, de thérapie génique. Et un point important, c'est que RD Biotech est la seule société en France aujourd'hui à produire ce type de matière. C'est pas rien. C'est pas rien. Et quelle est votre actualité alors? Alors l'actualité, c'est des nouveaux locaux dans lesquels nous allons rentrer également dans quelques jours, qui sont situés exactement en face du nouveau bâtiment de bioinnovation. On va en parler de ce bâtiment, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Voilà, alors on ne rentre pas dans bioinnovation, on a construit notre propre bâtiment juste à côté. Et voilà, c'est une actualité importante pour nous, bien entendu, puisqu'on va plus que doubler nos capacités de production avec ce déménagement. Merci beaucoup, monsieur Dulieu. Pardon. Je crois que nous avons Monsieur Gène avec nous en visio. Monsieur Gène, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Monsieur Gène. Est-ce que vous pouvez nous présenter en un mot Oncodesign, s'il vous plaît? Et très bien. Oncodesign, c'est une société que j'ai créée il y a 25 ans dans le cadre de l'Université de Bourgogne, qui s'est développée sur, on va dire, une mission qui est simple, découvrir des thérapies efficaces contre des maladies sans solution thérapeutique, et notamment le cancer. Pour ce faire, depuis, c'est un groupe qui compte 250 personnes. On est sur 3 sites, principalement Dijon, les Ulysses, les ex-laboratoires de GSK que vous voyez à l'écran, et puis également un site à Montréal avec une équipe d'une dizaine de personnes. En tout, 250 personnes impliquées dans à la fois la recherche, la sélection des meilleurs candidats médicaments. Alors, on travaille sur tout type de thérapie dans notre domaine. Bien sûr, on voit de plus en plus arriver les biomédicaments, on va dire, et c'est pratiquement 3, on va dire, approches thérapeutiques nouvelles sur 4 maintenant. Il y a un pas qui est pris sur la démarche en chimie. Et puis, on est spécialisé également, on a notre propre portefeuille de thérapeutique. Et donc, on développe nos propres médicaments. Là, à la fois, petites molécules chimiques très spécifiques contre une famille de cibles thérapeutiques qu'on appelle les kinases, et à la fois également une approche qui utilise des biomolécules associées à de la radioactivité pour aller cibler de manière très précise les cellules tumorales. La troisième spécialité de la maison et qu'on est en train de mettre en évidence au travers de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la sélection de nouvelles cibles. La sélection de nouvelles cibles thérapeutiques. Et on est dans l'ère de la médecine de précision, ce qui explique aussi l'arrivée de ces biomolécules très spécifiques et d'une innocuité inférieure à celle des molécules chimiques. Donc c'est aussi ce qui les pousse
et c'est ce qui amène beaucoup d'industriels à rentrer dans ce secteur. Voilà. Donc nos objectifs, c'est de développer notre activité de service. Pour nous, c'est une culture importante. Donc un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à l'horizon 2023. C'est 3 composés en clinique en 2023 et c'est une plateforme très nouvelle, on va dire, pour la sélection de cibles thérapeutiques également. Voilà, on est engagé dans ce domaine. On a 40 millions de revenus, c'est une particularité d'une société technologique telle qu'Oncodesign. On a des revenus, on est rentable et on investit cependant à peu près 11 à 12 millions de notre chiffre d'affaires en R&D par an sur les 4 dernières années. On est accessoirement aussi sur Euronext Growth, qui est un marché boursier français européen. Je n'ose vous demander, mais quelle est votre actualité avec tout ça, Monsieur Gene? Je vous l'ai un peu donné, c'est-à-dire qu'on travaille sur des acquisitions externes qui continuent de faire croître, on va dire, et notre chiffre d'affaires de service et notre plateforme technologique. On est sur le développement de nos propres molécules. Donc, on a 3 composés sur lesquels, 3 programmes, on va dire, sur lesquels on pousse un composé en inflammation, en oncologie et en maladie de Parkinson. On le fait jusqu'à un certain stade. Ça peut être sur des partenariats très tôt avec l'industrie pharmaceutique, exemple Parkinson avec Servier. Et on essaie de pousser plus loin des projets. On a un anti-inflammatoire sur une cible nouvelle qu'on est en train d'amener gentiment jusqu'à l'IND pour après le partenariser avec l'industrie pharmaceutique. Donc on est dans cette actualité-là et on essaye d'utiliser les technologies nouvelles, l'IA en est une, sur des applications qui nous feraient gagner en efficacité et en fiabilité sur le cycle de la drogue discovery. Merci, Monsieur Gene. Alors, je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Jacquet. Vous êtes, je le disais, Business Development Manager chez Delpharm. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de Delpharm? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le groupe Delpharm, c'est un groupe français. C'est un groupe qui a maintenant 30 ans d'ancienneté. Je vais peut-être enlever mon masque pour que vous m'entendiez mieux. Ce groupe, donc Delpharm, 30 ans d'ancienneté, et c'est un groupe qui est spécialisé dans le développement et la fabrication de médicaments. Et donc, qui a la capacité, grâce à 17 usines, qui sont aussi bien en Europe et aussi un site sur le Canada, de produire de nombreuses formes galéniques. Ces formes galéniques peuvent être aussi bien des comprimés, des gélules, des vaccins, des crèmes, afin de répondre à tous les besoins des patients. Nous travaillons exclusivement pour des gros groupes ou des startups. Vous ne trouverez pas de médicaments Delpharm dans la pharmacie, mais la plupart des médicaments que vous serez amenés à utiliser auront été fabriqués dans nos usines. Alors, et quelle est l'actualité de Delpharm? L'actualité de Delpharm, on a parlé du vaccin de BioNTech et de Pfizer. Avec notre collègue qui est au début de la chaîne, nous sommes à la fin de la chaîne où le groupe Delpharm a la chance de pouvoir participer aux dernières opérations pour faire le remplissage des vaccins et permettre ainsi à des millions de personnes d'avoir accès au vaccin de Pfizer-BioNTech grâce à notre site de Saint-Rémy-sur-Avre. Merci, monsieur Jacquet. Alors, je me tourne vers vous 3, Monsieur Gene également, donc Monsieur Gene, Monsieur Dulieu, Monsieur Jacquet. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, j'aimerais savoir comment votre savoir-faire respectif se met au service de la filière. Monsieur Dulieu, peut-être, pour commencer. Alors, en fait, il faut savoir que toutes les nouvelles thérapies, sauf peut-être celle de Made in Pharma, ont besoin, dans les phases préliminaires, d'ADN. ADN, c'est un code, c'est une matrice qui va servir à dicter ce que la cellule devra faire, si on parle d'une cellule thérapeutique, si on parle de thérapie génique, on a besoin d'ADN, et si on parle de vaccin, on a aussi besoin d'ADN. Donc nous, on est vraiment dans les phases matières premières. On va élaborer les vecteurs qui vont servir justement à concentrer l'information pour la transmettre dans une cellule ou chez un patient directement. Monsieur Gene, de votre côté, comment Oncodesign met son savoir-faire au service de la filière? Alors nous, on intervient en amont, on intervient sur des approches thérapeutiques qui ont été définies par des clients ou qu'on codéfinit avec des partenaires. Donc on peut fournir des cibles thérapeutiques, on peut fournir, je dirais, les technologies qui permettent de mieux sélectionner les meilleurs composés, puisque la drogue discovery est une chaîne ininterrompue de la cible du patient quasiment jusqu'aux étapes de toxicologie réglementaire, etc. Et on peut disposer de l'ensemble des technologies pour accompagner ces nouveaux composés. Et voilà, on intervient en amont, on fait la sélection des candidats médicaments et on collabore avec nos clients et partenaires dans l'industrie pharma. On a plus de 1000 clients
partenaires dans le monde actuellement. Merci, Monsieur Gène. Monsieur Jacquet, sans surprise, je vais vous demander la même chose. Comment votre savoir-faire se met au service de la filière? Donc le groupe Delpharm est vraiment à la fin de cette chaîne-là, et le groupe Delpharm a des compétences très pointues sur la formulation de ces médicaments et sur la fabrication des lots cliniques. Donc les lots cliniques, ce sont les lots qui vont permettre de faire les premiers tests chez l'homme pour la sécurité du médicament, mais aussi prouver son efficacité. Et ensuite, si ce produit est efficace et sûr, enfin seulement il pourra passer sur une phase de production commerciale. Et donc le groupe Delpharm est capable d'accompagner des premiers essais chez l'homme jusqu'à la production commerciale en millions d'unités si nécessaire. Je vous laisse la parole, Monsieur Jacquet, puisque vous l'avez. Comment voyez-vous votre développement justement sous le prisme du biomédicament? Alors le biomédicament, le groupe Delpharm était historiquement spécialisé dans les petites molécules chimiques, et on a effectué depuis plusieurs années maintenant ce virage vers le biomédicament. Et la frontière entre petites molécules chimiques et biomédicaments est de plus en plus floue, avec des besoins, les mêmes process, les mêmes rigueurs techniques et scientifiques peuvent s'appliquer aussi bien sur la petite molécule chimique que sur le biomédicament. Et le groupe Delpharm est capable de mettre en œuvre ses 30 ans d'expérience sur la petite molécule chimique au service des biomédicaments. Monsieur Dulieu, qu'en est-il pour vous sous le prisme du biomédicament? Est-ce que ça signe aussi un développement particulier? Ah oui, bien entendu. On a juste historiquement une activité de production d'ADN, puisque je vais cibler cette activité-là, où notre équipe d'ingénieurs en biologie moléculaire sont capables de designer les vecteurs, les séquences. C'est une ingénierie très sophistiquée aujourd'hui. Et nous avons la possibilité d'intervenir à toutes les phases du développement de ce vecteur dont on parle ici. Et la suite de cette activité-là concerne la production du plasmide dans des conditions de grade GMP. Et en fait, c'est cette nouveauté que nous développons aujourd'hui à RD Biotech. Et nous avons le projet d'avoir un second nouveau bâtiment d'ici environ 15 mois qui sera capable de produire cette fois-ci de l'ADN pour des lots de commercialisation. Avant de me tourner vers vous, Monsieur Gène, pour vous poser également cette question, je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez dans un instant poser vos questions à nos différents interlocuteurs, qu'il s'agisse donc de Delpharm, de Oncodesign ou de RD Biotech. Donc n'hésitez pas à préparer et à tapoter sur vos claviers pour envoyer vos questions si vous en avez. En attendant, Monsieur Gène, est-ce que vous pourriez nous dire comment Oncodesign voit son développement sous le prisme lui aussi du biomédicament? Alors, on est, comme je l'ai dit, spécialisé dans la médecine de précision. On peut offrir des plateformes techno pour tester les médicaments de nos clients, et on développe également nos propres thérapies. On a un corps compétences très axé sur la chimie, les petites molécules en interne. Il est clair que quand on va à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques, on ne peut pas aborder ce secteur uniquement sous le prisme de la technologie dont on dispose. Par conséquent, savoir trouver les technologies pour pouvoir répondre à ces pathologies au travers d'approches bio, c'est pour nous quelque chose d'important. Donc on s'axe actuellement sur l'acquisition d'une technologie qui nous permettrait d'avoir des molécules biologiques très spécifiques sur d'autres types de cibles. Alors, en attendant une question éventuelle de nos spectateurs, j'ai une dernière question à vous poser à tous les trois. Si jamais il y a, on va dire, un trou dans la raquette, lequel est-ce? Est-ce que c'est du côté de l'accès au financement? Est-ce que c'est une question d'attractivité pour les personnels qualifiés? Ou est-ce que vous rencontrez des difficultés, Monsieur Dulieu, par exemple? Alors nous, les difficultés qu'on a en ce moment concernent le recrutement de personnes qualifiées pour le grade GMP, en fait. C'est assez difficile aujourd'hui de trouver des gens qui sont disponibles. Des gens compétents, il y en a. Des gens disponibles, il y en a beaucoup moins. Et donc, c'est un petit peu la course pour essayer de trouver un spécialiste en contrôle qualité ou un spécialiste en développement analytique. Et ça, c'est un vrai challenge pour les mois qui viennent. Monsieur Jacquet, pardon, excusez-moi. Des difficultés de votre côté, financières, recrutement, à quel niveau elles se trouvent? Alors, niveau recrutement était vraiment quelque chose qui est une problématique au sein de Delpharm. Alors, une problématique qu'on adresse avec aussi une formation en interne des personnes que l'on va recruter si elles n'auront pas les compétences quand elles arrivent, quand elles nous rejoignent. Et il y a aussi une problématique qui peut être la concurrence des pays voisins, notamment avec des sites, je pense notamment à la Suisse. Donc il y a un problème de garder nos compétences et nos ressources sur le territoire français. Voilà. Monsieur Gène, des difficultés de votre côté?
rejoindre mes deux collègues. Je crois que quand on s'engage, par exemple, en intelligence artificielle, il faut pouvoir trouver et faire venir, je dirais, des compétences, et souvent avec un haut niveau de compétences. Et donc, ce qui nous permet un petit peu de diminuer cette difficulté, c'est qu'on est sur des sites différents et autour avec des configurations différentes. Sur Dijon, c'est un petit peu plus, on va dire, en province, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on espère que la qualité de la vie fasse aussi le poids dans l'attractivité, mais ça ne le fait pas toujours. Donc voilà, on est plutôt à ce niveau-là, je pense, en termes d'attractivité sur des compétences très pointues. On peut effectivement rencontrer quelques difficultés. Eh bien, merci à vous trois, messieurs. Vous devez être d'une clarté sans nom, puisque nous n'avons pas de questions pour l'instant. Mais je le rappelle, si des questions venaient à arriver par la suite, n'hésitez pas à les poser. Nous les transmettrons, bien sûr, à nos différents interlocuteurs. Plusieurs sous-traitants sont installés sur le territoire de Dijon Métropole. Pour en parler, je reçois également Madame Danielle Juban, vice-présidente de Dijon Métropole en charge du développement économique et de l'attractivité. Bonjour Madame Juban. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Pourriez-vous nous expliquer comment se place Dijon Métropole dans cette filière d'avenir qu'est la bioproduction? Oui, merci déjà de nous accueillir. Je suis là au nom de François Rebsamen. Notre territoire revendique les deux axes stratégiques en santé. Il s'agit des médicaments de thérapie innovantes, MTI, le theranostic et les procédés pharmaceutiques innovants. Nous avons sur notre territoire une entreprise innovante. Il s'agit de la société NVH Médicinal, qui est un spin-off du CHU et qui est spécialisée dans la bioproduction des hémorragies sévères via un labo du CHU sur l'hémostase. Et son dirigeant, David Vendroux, a l'ambition d'implanter un labo sur le territoire, enfin une usine plus exactement de principes actifs. Entre-temps, cette entreprise travaille également sur les collagènes de synthèse utilisés en cosmétologie. Je parlerai également du GIE Pharmimage, pôle d'excellence en pharmaco-imagerie. Et donc, il développe des solutions théranostiques en oncologie dans la médecine de précision. Hein. Voilà, je pense qu'il y a 200 chercheurs, on ne le présente plus. Et c'est un partenariat public-privé autour donc au design. Voilà, je ne présenterai pas Philippe Gène que tout le monde connaît, mais il y a également donc la société dont je viens de vous parler, NVH Médicinal, et le Centre Leclerc, et bien sûr quelques autres labos faisant partie de l'université. Alors moi, je viendrai un peu vers Delpharm, mais avec des projets que tout le monde développe, en tout cas sur notre territoire, qui s'appelle Poderone. Poderone, c'est un centre de développement unique en France. Il est dédié aux poudres pharmaceutiques et donc on va mener un certain nombre de travaux pour transposer les formes liquides vers des formes sèches et qui ont beaucoup d'avantages. On le voit actuellement avec ce qui se passe dans les vaccins. Il y a des problèmes qui seront améliorés, bien sûr, de coûts de production, mais aussi je dirais de logistique. Et puis voilà, les formes liquides, c'est pas toujours, on le sait, innovant. Et pour soutenir justement cela, et je me tourne vers mon collègue, l'Université de Bourgogne via la Commu, nous sommes en création un Graduate School in Therapy pour former justement, puisqu'on en a besoin, des hauts niveaux de personnel en R&D justement sur les MTI. Alors comment se traduit concrètement le soutien de la ville de Dijon Métropole à la filière? Alors c'est pas la ville, là c'est déjà la métropole. Hein. Oui, effectivement, nous sommes donc dans un technopôle santé avec le CHU, l'Université de Bourgogne, le Centre Leclerc et le pôle BFCare. Alors pour nous, il s'agit de promouvoir nos atouts vis-à-vis des autorités, hein, que ce soit régionales ou gouvernementale avec le PIA 4, mais également donc développer un parcours de l'innovation qui est important en biothérapie, en bioproduction. Nous avons engagé avec Médicène, justement, qui est à l'origine de ce French Bioproduction Tour, un partenariat pour un appui technique, puisque nous avons besoin des compétences. Si elles ne sont pas sur notre territoire pour l'instant, il est important d'aller les chercher. Et nous sommes également en contact avec des écoles pour
compléter notre offre de formation sur ce domaine de la bioproduction. Et je pense qu'on aura des choses à annoncer dans les prochains mois, sinon prochaines semaines. Donc pour nous, l'écosystème de la métropole prendra toute sa part également dans ce développement des expertises via son technopôle santé. Voilà ce que je pouvais dire au nom du président Rebsamen aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Juban. Alors, les spectateurs sont un peu moins timides. Nous avons la première question, messieurs. Elle concerne justement le recrutement, qui est une problématique que vous avez soulevée. Vous effectuez des recrutements en interne, nous demandons, et quel est le niveau de seniorité exigé? Alors, je me tourne peut-être déjà vers vous, Monsieur Dulieu. Alors, on recrute à différents niveaux. Minimum, c'est Bac+2. Mais lorsqu'on discute de postes de responsable contrôle qualité, là, on a besoin de gens qui ont déjà quelques années d'expérience parce que c'est cette expertise qui va devoir défendre les dossiers de production devant l'agence autoritaire, en fait. Monsieur Jacquet, de votre côté, est-ce que c'est plutôt en interne et quel niveau de seniorité exigez-vous? Alors, nous recrutons beaucoup. Le groupe Delpharm compte 4700 employés. Rien que pour notre site de Dijon, depuis la reprise, les effectifs ont augmenté de 40 personnes. Nous recrutons tout type de profils. Ce peut être des conducteurs de chaîne, ce peut être des scientifiques. Donc les profils sont très très variés. Le niveau de seniorité aussi est très varié. On prend aussi des apprentis, donc vraiment ça peut être de l'apprenti jusqu'à des personnes seniors. Donc n'hésitez pas à contacter Delpharm, vous retrouverez nos informations sur notre site web www.delpharm.com pour toutes vos questions de recrutement. Monsieur Gênes, côté recrutement, est-ce que vous avez un niveau d'expérience également exigé? Alors, on est sur des postes qui vont du niveau technicien au niveau chercheur confirmé. Hein, donc, on va dire, dans ces domaines-là, on a 25% de l'effectif qui sont des PhD, souvent qui ont fait des postdocs à l'étranger, mais ce n'est pas une obligation. On a besoin d'ingénieurs, besoin de techniciens. On a une vraie vocation dans la formation. Hein, clairement, des sociétés de la taille d'Oncodesign investissent du temps sur la formation. Il y a beaucoup de savoir en interne. Donc, pour nous, la formation et le recrutement sont absolument indispensables. Alors, on est quasi constamment en cours de recrutement sur ces trois niveaux-là. Alors, bien sûr qu'on a aussi une activité commerciale. Je crois que plus on va dans des fonctions spécialisées et avec un niveau de responsabilité, plus on veut des gens qui ont une seniorité importante. Et c'est là où les discussions sont quelquefois un petit peu compliquées pour recruter. Donc, c'est des postes à l'international également. Il y a un panel très large. Je vous invite à rejoindre également le site internet d'Oncodesign où les postes sont publiés. Et on est en phase, je vous dirais simplement, quand on a repris le centre de GSK aux Ulysses en fin 2016, début 2017, il y avait 57 personnes, ils sont maintenant 120. Donc c'est une activité qui croît vite et qui a besoin de cerveau et de bras, sans problème. Merci, Monsieur Gênes. Alors, une question à vous trois, enfin, deux questions en une, messieurs. On reste sur cette thématique de la formation, puisqu'on nous demande comment les entreprises aident-elles les jeunes à se former et est-ce que les formations en alternance sont plus favorables à l'emploi que les formations classiques? Alors, qui veut répondre? Monsieur Jacquet, allez-y. Oui, j'ai mentionné l'alternance tout à l'heure. Oui, l'alternance est quelque chose qui est très intéressant pour l'entreprise. Ça nous permet d'avoir accès à des profils juniors et à former les gens pour qu'ils soient efficaces très rapidement ensuite à l'issue de leur alternance. Donc oui, on encourage l'alternance et n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous envoyer vos CV et vos lettres de motivation. Monsieur Dulieu, est-ce qu'elles sont plus favorables, ces formations en alternance, par rapport aux formations classiques? Alors oui, elles sont intéressantes. Cependant, il est important de regarder le mode d'alternance qu'il y a. Parce que dans un laboratoire, et je pense que je ne serai pas contredit par Philippe, les alternances qui se font sous forme de 3 semaines en laboratoire, 3 semaines à l'école sont un petit peu compliquées à organiser pour un laboratoire. Par contre, des alternances de type 1 semaine chez l'entrepreneur et 1 semaine à l'école sont plus favorables pour la continuité des projets, en fait. Ça, c'est important. Ensuite, on a bien entendu des stages de 6 mois pour des ingénieurs, pour des masters, qui sont très intéressants dans la formation. Nous, la plupart de nos masters et ingénieurs ont été recrutés de cette manière-là. On les a eus en stage pendant 6 mois et on les a gardés. Alors, une autre thématique dans les questions, puisque ça y est, nos spectateurs, j'en suis ravie, se lancent et ne s'arrêtent plus, et on vous encourage à continuer. Quelles sont les réflexions éthiques sur les traitements innovants?
Monsieur Gênes, Monsieur Dulieu, Monsieur Jacquet, lequel veut répondre à cette question donc, sur les réflexions éthiques concernant les traitements innovants? Alors, Monsieur je vais Gênes. bien essayer de penser, hein, mais j'encourage mes collègues à se joindre à moi. Je pense que la réflexion éthique, quand on travaille dans la santé, c'est quelque chose qui est constamment à vos côtés. On ne peut pas faire de vaines promesses à des patients. La finalité de nos activités sont les patients. Et donc, on ne peut pas faire de vaines promesses. C'est pour ça que quand un métier consiste aussi à sélectionner ou à créer des médicaments efficaces, il faut pouvoir, en conclusion, délivrer. D'accord ? Donc, je pense que de ce côté-là, il y a quand même une question qui est constante. Est-ce que le composé apporte plus ? Est-ce que le risque qu'il va faire courir éventuellement aux patients est important? Bon, c'est ce qui justifie la démarche en santé de manière internationale depuis toujours, c'est-à-dire le risque-bénéfice. Voilà. Et puis la réflexion plus éthique sur la forme, on va dire, que pourrait revêtir le thérapeutique est quelque chose qui est également présent, mais c'est surtout ce risque-bénéfice qui est constamment dans l'esprit. Merci, Monsieur Gênes. On nous pose également une question. Alors, je vais me contenter de la lire car je suis beaucoup moins experte que vous sur cette thématique. On nous demande des informations complémentaires sur la formulation sèche en lieu et place de la formulation liquide, projet académique ou avec des partenaires industriels. Qui veut répondre? Allez, Monsieur Jacquet. Oui, je vais répondre pour le nom d'Elpharm. On a la chance de travailler avec de nombreux acteurs, que ce soit des startups ou des big pharma, qui viennent chez nous pour des questions de repositionnement de molécules ou d'adaptation d'une formule existante pour une forme plus pratique pour le patient. Et donc, grâce à nos équipes techniques, on va pouvoir réfléchir à quelle va être la possibilité de reformuler, par exemple, une forme liquide en forme sèche, par exemple, tel un comprimé ou une gélule pour faciliter l'administration et avoir un médicament qui va se conserver peut-être plus longtemps ou qui sera plus facilement administrable. Donc, nos équipes de formulateurs sont là pour réfléchir à ces questions en partenariat avec nos clients, donc nos clients Big Pharma ou Start-up. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter sur le... Non, c'est tout bon, très bien. Et puis on nous pose une autre question, alors je ne sais pas si elle est en lien avec les réflexions éthiques, mais on nous demande également quels sont les challenges que l'on vous impose. Alors est-ce qu'on vous impose des challenges? C'est encore pour vous, je crois, peut-être, Monsieur Delpharm. Oui, je représente Delpharm. Alors, nous, les challenges, ce sont les challenges de temps. Le monde du médicament et du développement est vraiment, j'allais dire, drivé. Et le facteur clé est le temps, être capable de délivrer, de mettre à disposition une nouvelle formule d'élo clinique à temps pour que les patients puissent bénéficier de ces médicaments-là. Donc le facteur clé est vraiment le temps. Être capable de tenir ses engagements et d'arriver à faire une formulation de qualité dans un temps le plus limité possible. Monsieur Dulieu, est-ce que vous impose-t-on aussi des challenges, des défis à relever? Oui, bien entendu. Hein. Quand on est un sous-traitant, on décharge la responsabilité le plus souvent sur le sous-traitant. Donc on a des délais à respecter, des rendements, des prix. Il y a une compétition sur les prix de fabrication et ça, on ne peut pas le cacher. C'est vrai que les nouvelles thérapies aujourd'hui coûtent très cher. On sait que si on veut qu'elles soient accessibles à la plupart, il faudra travailler à la fois sur les conditions de ces productions de manière à les rendre plus accessibles financièrement. Monsieur Gênes, de votre côté, des challenges à relever? Je crois que les prix, temps et, je rajouterais, innovation sont quelque chose d'important. L'innovation, c'est pour combler les gaps, on va dire, et pour gagner en efficacité. C'est une différenciation qui est importante dans un marché ou dans des marchés où il y a quand même beaucoup d'acteurs et où la compétition est automatiquement internationale, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment un gros besoin de maintenir une souveraineté. Il faudra réfléchir comment, parce que si on regarde les grands laboratoires, ou notre grand laboratoire international, on va dire le plus grand, Sanofi, je pense qu'il a quitté une bonne partie du territoire depuis un certain temps, dans ses composantes de recherche en tout cas. Et donc il faut maintenir aussi, pour maintenir ce degré d'innovation, il faut maintenir ses compétences et maintenir aussi un niveau élevé dans les universités françaises pour pouvoir produire cette innovation. Donc, on est une chaîne où tout le monde se tient par la main et je dirais, moi je rajouterais l'innovation au temps et au prix. Voilà. Ce sont des contraintes normales, on va dire.
Merci à vous, Monsieur Gène, et merci à vous, Monsieur Duluy et Monsieur Jacquet, et bien sûr Madame Juban. Plusieurs sous-traitants, on a dit, sont installés sur le territoire, mais à côté des entreprises bien ancrées, le territoire peut compter également sur le dynamisme des start-up du secteur de la bioproduction et du biomédicament. Tout comme les sous-traitants, elles jouent un rôle important dans la continuité et la complémentarité de la chaîne. Pour les accueillir, on en a déjà parlé un petit peu, on l'a évoqué, en tout cas à Besançon, un centre de développement spécifique à cet écosystème, Bio-Innovation, a été créé et inauguré hier, pour vous dire comme c'est récent. Je vous propose de le découvrir en images et ainsi que quelques-uns des acteurs qui sont déjà implantés et on en parle juste après. Si la vidéo veut bien partir. Besançon, pôle de recherche et d'ingénierie biomédicale, propose aux acteurs des medtech et biotech un nouveau centre de développement bio-innovation pour faciliter l'épreuve de concept, favoriser la maturation de projets de recherche-développement et accélérer l'innovation dans les médicaments biologiques et leurs process de production. Sur la technopole Thémis Santé, le centre bio-innovation constitue un élément clé pour la filière avec une spécialisation dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les thérapies associées ou issues du sang. Bio-innovation est un nouvel atout dans le dispositif qui a été mis en place par l'Établissement français du sang pour la bioproduction. Dans le maillage territorial, l'ensemble des plateformes qui ont été développées par l'Établissement français du sang et qui conduisent à la perspective de produire demain les médicaments de thérapie innovantes pour l'Établissement français du sang, Bio-innovation apporte deux éléments très importants. C'est le contact avec une équipe de recherche pour la bioproduction grâce à l'excellence qui a été mise en place par l'équipe de Besançon. Et le deuxième aspect, c'est la possibilité de mettre en commun le travail des sciences de l'ingénieur, des nouvelles entreprises qui développent ces médicaments au contact des équipes de recherche. Et donc c'est un atout indiscutable pour favoriser le développement de ces thérapeutiques. Pour les étudiants de l'ISIFC, ce campus santé et ce centre d'affaires bio-innovation, ce lieu d'innovation va leur permettre en fait de rencontrer des praticiens hospitaliers de manière beaucoup plus régulière, des étudiants en formation de santé et des entreprises qui sont en train de créer de l'activité, qui sont à la recherche de compétences et de nouveaux talents. Ces nouveaux locaux à Biotica, c'est l'occasion d'avoir plus de surface, plus d'équipements, d'avoir des meilleures capacités de prototypage et de réalisation de ces prototypes, de conception également. Ça nous permet également de nous créer de nouveaux contacts, de pouvoir prospecter, de rencontrer de nouvelles entreprises, start-up présentes dans les alentours et ainsi nous en tant qu'étudiants nous créer un avenir professionnel. Je suis chef de projet R&D sur le sujet Baby Hello. Je suis installé ici depuis 3 semaines au Centre Bio-Innovation sur un projet qui a commencé au Hacking Health de l'édition 2020, qui est le marathon de l'innovation, qui a donné suite à un stage hospitalier de 6 semaines au CHU de Besançon et me voici ici maintenant pour concrétiser le projet. Le bâtiment Bio-Innovation vient compléter l'édifice de l'intégrateur de Besançon. Ce lieu est essentiel pour favoriser les rencontres qui, comme on le sait, se passent souvent autour de la machine à café. Et ce sont ces rencontres qui feront émerger les idées et les innovations de demain. Les questions un peu de... Je vous propose à présent de faire connaissance avec certaines des startups du secteur de la bioproduction. On va commencer tout de suite avec l'Infobank dans une petite vidéo de présentation. Je m'appelle Éric Robinet, je suis le fondateur de l'Infobank, une société de biotechnologie située à Besançon. Je suis scientifique de formation, immunologiste, et j'ai été chercheur à l'Établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté pendant 11 ans, où j'ai travaillé sur des projets d'immunothérapie. L'Infobank est une société de biotechnologie qui a d'une part une activité de recherche en immunothérapie adoptive allogénique du carcinome hépatocellulaire, et d'autre part une activité industrielle qui représente la majeure partie de son activité. Cette activité industrielle repose sur la production à façon de produits issus du sang pour un usage de recherche. Les produits sont issus soit de donneurs volontaires sains adultes, soit de sang placentaire.
En fait, l'avantage de la société Lymphobank, c'est que nous facilitons l'accès à des produits sanguins pour des sociétés de biotechnologie. Alors, notre activité principale repose sur la valorisation de produits de sang placentaire de la banque de sang placentaire de l'EFS, qui sont non conformes pour un usage thérapeutique. Mais pour répondre aux besoins croissants de nos clients, nous avons besoin d'augmenter notre approvisionnement en sang placentaire d'un facteur 20 d'ici 2 à 3 ans. Et pour cela, nous sommes en train de mettre en place un deuxième réseau de maternités partenaires. Avant de poser des questions à mes prochains interlocuteurs, on va continuer les présentations en vidéo et on va mieux connaître Cancel Therapeutics avec le prochain film. Christophe Ferrand, président, cofondateur de Cancel Therapeutics avec Marina. Je suis chercheur issu de la recherche académique à l'établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté. Marina Deschamps, cofondatrice et directrice générale de Cancel Therapeutics. Je suis également chercheur dans la même équipe que Christophe. Nous travaillons en binôme depuis plus de 20 ans et c'est ce qui nous a amené à créer la société Cancel Therapeutics en avril 2020. À l'issue de 6 années de recherche, on établit la preuve de concept d'un médicament de thérapie innovante. Ce médicament consiste à modifier les globules blancs d'un patient par génie génétique avant de lui réinfuser pour combattre sa leucémie. Ça nous a paru comme une évidence de nous implanter à Besançon au vu de l'écosystème qui était disponible pour notre développement. Nos travaux nous ont conduits à de multiples publications internationales ainsi qu'au dépôt de 2 brevets. La prochaine étape maintenant sera avec le CHU de Besançon et le CHU de Grenoble, en première mondiale, une infusion aux patients de notre médicament Cariel-1-Rap. On en sait un petit peu plus sur mes prochains interlocuteurs. J'ai donc le plaisir d'accueillir M. Éric Robinet, président de l'Infobank. Bonjour M. Robinet. Bonjour. Marina Deschamps, directrice générale de Cancel Therapeutics. Bonjour Mme Deschamps. Toujours avec nous M. Sylvain Perruche de Made in Pharma. Rebonjour M. Perruche. Alors, question à vous trois. Comment est-ce que vous intervenez dans la filière de la bioproduction et du biomédicament? Peut-être Mme Deschamps pour commencer? Alors, comment on intervient dans cette filière? Nous, en fait, on est très en amont puisqu'on est dans la partie recherche-développement. On part des idées technologiques qu'on développe, qu'on adapte et qu'on amène jusqu'à un niveau qui soit compatible avec les exigences réglementaires pour qu'il soit infusé et compatible avec les patients. De votre côté, M. Robinet, comment est-ce que vous intervenez dans cette filière? Nous intervenons au niveau du biosourcing, c'est-à-dire de l'approvisionnement des laboratoires, soit des laboratoires de recherche ou des sociétés de biotechnologie, l'approvisionnement en produits issus du sang, donc de produits biologiques. Voilà. Merci. Monsieur Perruche. Eh bien, nous, comme start-up, on a été créé en 2017 et depuis ce temps-là, on s'est rendu compte qu'on avait déjà un écosystème très riche à notre disposition avec plein d'acteurs. Alors comme Eric l'Infobank qui peuvent fournir des cellules, tout comme l'établissement français du sang, de la matière première. Philippe Dulieu sur d'autres aspects, d'autres matériels biologiques de base comme l'ADN. Et puis toute la chaîne est plus ou moins présente des fabricants. Je vais être obligée de vous interrompre. Et on se la refera, Monsieur Perruche, puisque je vous redonne la parole dans un instant, Monsieur Perruche, puisque je crois que nous avons un petit souci tout simple. C'est la pub, c'est ça, sauf que je n'en ai pas à lancer, mais merci, puisqu'on a un petit souci de micro, me semble-t-il, mais je ne sais pas avec qui exactement nous avons un souci de micro. Donc je m'excuse auprès de nos téléspectateurs. Voilà, c'est les joies du direct, comme on dit, et on improvise un peu. Et on va revenir, bien sûr, dans un instant, donc sur cette filière de la bioproduction et du biomédicament, et surtout sur la place des startups dans cette filière. Puis, on l'a vu, disposent désormais de leur propre bâtiment à Besançon, avec le bâtiment Bio-Innovation, dont on a vu un petit film de présentation tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Robinet. Pour savoir si, Monsieur Robinet, quand on est expert dans un domaine aussi pointu que la bioproduction, ça ne prédispose pas forcément à créer son entreprise pour autant. Alors pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes lancé? Je ne sais pas si je suis vraiment un expert. En tout cas, donc, effectivement, moi, je viens du monde académique. J'ai été chercheur à l'établissement français du sang pendant de nombreuses années. Et en fait, pour être honnête, je vais peut-être lancer un
pavé dans la mare, mais disons que je n'étais plus très satisfait de l'évolution de la recherche publique, de certaines façons de travailler, on va dire, dans certains laboratoires. Et donc, d'une part pour cette raison, et puis également pour des raisons de stratégie, il me paraissait logique de créer ma société pour poursuivre le développement du projet de recherche en immunothérapie du cancer. Et j'ai également fait un choix qui était de ne pas partir sur un modèle de start-up classique du point de vue du modèle économique. Donc j'ai choisi un autre modèle économique avec une activité industrielle qui permet de financer l'activité de recherche. L'activité de recherche, pour l'instant, on est au niveau préclinique avec un doctorat en contracifre et qui est d'ailleurs, pour directrice de thèse, Marina Deschamps à côté de nous, sur la valence les liens recherche. Donc les liens sont de toute façon ont toujours été très forts depuis très longtemps. Mais voilà, donc c'est vrai que je ne sais pas si je suis un expert plus que moi, c'est certain. En tout cas, c'est vrai que quand on passe de la recherche académique à l'entrepreneuriat, c'est un saut et il faut apprendre énormément acquérir énormément de nouvelles compétences qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier. Et je voulais en profiter pour remercier le propulseur qui nous a énormément aidés. On a vraiment eu un soutien d'abord du réseau Entreprendre, mais et plus récemment du propulseur qui a vraiment un accompagnement très structurant pour ça. Merci, Monsieur Robinet. Je reviens vers vous, Monsieur Perruche. Je crois que ça y est, votre micro marche. Du coup, je vais vous reposer ma question. C'est comment vous intervenez avec Made in Pharma dans la filière de la bioproduction et du biomédicament? Alors, dans la chaîne de valeur, on va dire, de fabrication d'un biomédicament, il y a beaucoup d'acteurs. Et l'écosystème de la région Bourgogne-Franche-Comté est assez riche. On l'a vu aujourd'hui avec les différents acteurs. Et comme je l'ai dit, que ce soit du sourcing de cellules par l'Infobank, le FS ou d'ADN avec Philippe Dulieu, que ce soit dans la production ou les étapes finales, donc la production avec l'établissement français du sang, qui a des salles de fabrication de médicaments biologiques, et puis dans le fill and finish, les étapes de finalisation, de mise en bouteille de ces médicaments-là avec la société Delpharm. On a un environnement riche, même si on n'a pas forcément besoin de ces compétences, on a l'expertise, c'est-à-dire qu'on peut discuter facilement en région avec tous ces acteurs-là et mieux définir nos besoins. Alors, je rappelle à nos spectateurs que vous pourrez poser vos questions également à nos startups, à nos invités, si vous en avez, une fois que j'aurai bien sûr posé les miennes. Vous n'en voulez pas, je commence. Je me retourne vers vous, Madame Deschamps, et je me tourne aussi vers vous, Monsieur Perruche. C'est justement, je repose la même question que je demandais à Monsieur Robinet. Entre la recherche, entre le domaine d'activité qui est le vôtre, la bioproduction et la création d'entreprises, il y a quand même un pas. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, moi, avec mon cofondateur de Cancel, Christophe Ferrand, on est tous les deux chercheurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a un moment, une fois qu'on a développé le médicament, qu'on a fait la preuve de concept, les brevets, les publications scientifiques, une fois que cette partie-là est faite, pour nous, en fait, ça s'arrête. Et on ne voulait pas que ça s'arrête. C'était un médicament qu'on avait développé, qui avait un vrai potentiel pour les patients. On a un environnement, comme l'a dit Sylvain, qui est vraiment propice. Et on a tout sur place, sur Besançon, pour faire ce type de développement. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, c'est dommage. On a toute l'aide qu'il faut, on avait l'enthousiasme de nos collaborateurs et nous, l'envie d'aller plus loin avec notre équipe. Et en fait, on s'est dit, allez, on se lance. Et on s'est lancé il y a 1 an et on ne regrette pas. Et de votre côté, Monsieur Perruche, des regrets? Alors, zéro regret. Non, c'est génial. Moi, j'adore cette transition. Ce que je vais ajouter par rapport à ce qu'a dit Marina, c'est qu'en effet, en tant que chercheur INSERM, donc en tant que chercheur, quand on a une découverte, qu'on a envie d'emmener, après c'est un choix de caractère. C'est-à-dire que soit on est fait ou on se dit allez je vais y arriver et puis on y va. Mais c'est un vrai saut, hein, on l'a souligné. Et ce qui est dommage, c'est que ces projets, en effet, ils ne pourraient pas directement aller à l'industrie. On ne peut pas les transférer comme ça parce qu'ils ne sont pas assez matures, ils n'intéressent pas, il n'y a pas assez de preuves de concept de fait. Et ce gap entre la recherche fondamentale et puis le monde industriel fait que s'il n'y a pas des gens qui se disent « Allez, j'y vais, je prends tous les risques, je change de carrière et tout », bah, ça n'arrive pas. Donc ça, c'est un aspect supplémentaire à cette envie d'entreprendre et d'amener son projet au lit du patient. Alors vous en avez déjà parlé un petit peu, Monsieur Robinet, mais j'allais vous demander comment vous avez été accompagné, de quel accompagnement avez-vous bénéficié
On en a un peu parlé, mais je vous laisse revenir dessus peut-être. Alors, lors de la création, j'ai été tout de suite soutenu par le Réseau Entreprendre, qui est une association de chefs d'entreprise qui a pour credo, pour créer des emplois, créons des employeurs. Et donc, j'ai bénéficié d'un accompagnement avec un parrain, donc un chef d'entreprise, qui venait me voir régulièrement et on discutait un peu de stratégie globale. Bon, c'était très intéressant, très utile au début, mais à un moment, j'ai senti que j'arrivais à mon maximum de compétences. Donc au début, quand on crée la société, on reste dans son cœur de métier. C'est-à-dire que la question, c'est comment je structure, on valide nos process de production, comment on s'assure de la qualité de nos produits. Bon, ça, on reste encore dans notre cœur de métier. Mais quand on est entrepreneur, il faut aussi acquérir d'autres compétences dans tout un tas de domaines. Commençons par la comptabilité, par exemple. Par exemple. Et donc, effectivement, on a besoin d'acquérir des compétences et une vision stratégique aussi, et d'avoir une aide pour avoir une vision plus large. Et cette aide, c'est là, voilà, et c'est là que, notamment. Ouais, et c'est là que je ressentais un réel besoin d'aller au-delà de mes compétences. Et le propulseur a été créé à peu près à ce moment-là. Donc il est arrivé, je dirais, au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, c'était une évidence d'aller vers le propulseur. Et ça a vraiment été très, très utile. Ça nous a vraiment permis d'abord de nous structurer en interne, dans nos process industriels. Parce que je ressentais le besoin de passer, je dirais, d'un mode de fonctionnement artisanal, entre guillemets, à un mode vraiment beaucoup plus professionnel, beaucoup plus industriel. Très entrepreneurial pour le coup. Voilà. Donc, ça nous a été très utile pour cette structuration en interne. Et puis, d'autre part, sur des aspects de commercialisation, de marketing, de communication et de définition plus précise de la valeur ajoutée de la société. Madame Deschamps, propulseur également? Alors oui, propulseur également, mais en fait l'histoire elle commence d'abord par le soutien, c'est peut-être bête, mais de l'EFS. Mais c'est pas bête. Qui nous a, quand on a soumis l'idée, nous a dit c'est une très bonne idée, allez-y, on sera avec vous et on fera tout ce qu'on peut pour soutenir le projet. Donc déjà quand on a ça, voilà, ça donne de l'élan. Le deuxième élan, ça a été DKBFC. Qui nous a aidés parce que nous, vraiment, on partait de zéro. Peut-être expliquer, parce que tout le monde n'est pas de Bourgogne-Franche-Comté, DKBFC l'incubateur de Bourgogne-Franche-Comté. Et comme son nom l'indique, il nous a incubés, il nous a mis le pied à l'étrier, de manière à positionner les bases, à se rendre compte de ce que c'était l'entrepreneuriat et d'avancer. Et puis là, très récemment, maintenant, le propulseur qui nous accompagne. Et là, c'est un réel élan. Et on passe, ceci dit, dans un autre monde, là encore. Et de votre côté, Monsieur Perruche, quel accompagnement? Alors d'abord, ça a été de découvrir l'écosystème. Se présenter, comme je vous l'ai dit, à tous les acteurs, de les rencontrer, de confronter sa vision d'un projet, d'un entrepreneur. Et puis, donc ça, c'est vraiment la base. Et puis ensuite, le PMT nous a permis de passer m'a permis de passer de chercheur à start-upper. Et puis maintenant, de start-upper à industriel. C'est aussi une deuxième phase où on est beaucoup moins dans l'artisanat, comme tu l'as souligné, et parce qu'on affronte d'autres domaines, des levées de fonds très importantes. Et là, c'est toute une autre histoire. Une autre échelle. Il faut être préparé à ça. Et donc, Propulseur nous l'a proposé. Dernière question avant de passer aux questions de nos spectateurs. Il y en a déjà une qui est en stand-by, qui est prête, mais il y en aura sans doute d'autres. Ma dernière question, ce serait de vous demander déjà quelles sont vos ambitions. Je vais commencer par vous, Madame Deschamps. Alors, la première ambition qu'on a, évidemment, c'est de pouvoir proposer notre médicament aux patients. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et l'étape qui vient tout de suite après, c'est de pouvoir proposer notre expertise et notre compétence à d'autres types de projets et de pouvoir les accueillir sur Cancel Therapeutics pour les aider et les accompagner à nouveau jusqu'aux patients. Monsieur Robinet? Alors, nous, pour l'instant, notre objectif, c'est de nous développer de façon assez conséquente pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, effectivement, on a pour objectif de pouvoir augmenter notre capacité par 4-5 dans le cours de l'année et par 20 d'ici 3 ans en termes d'approvisionnement en produits
issus du sang placentaire ou du cordon ombilical. Et ça, c'est vraiment un très gros projet sur le court et moyen terme. Et Monsieur Perruche, quelles sont les ambitions de Made in Pharma? Eh bien, à très court terme, c'est d'évaluer notre candidat médicament chez l'homme, enfin, chez les patients même, en début 2021. Et à plus long terme, l'ambition, c'est donc on développe des candidats médicaments qui sont biologiques, bioidentiques, c'est-à-dire avec des propriétés, enfin qui ressemblent ou qui sont identiques, pardon, aux molécules humaines qu'on a en nous, donc qui ont très peu de toxicité, une efficacité parfaite entre guillemets. Et donc l'idée, c'est de devenir un acteur incontournable dans la production de ce type de médicaments en Bourgogne-Franche-Comté et au niveau international, bien sûr. Allez, la première question de nos spectateurs. Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les startups développement des médicaments de thérapie innovantes? Lequel d'entre vous veut répondre en premier? Allez, Monsieur Perruche. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que dans ces développements, on est dans une échelle de production qui est assez faible. Donc, pour être en conditions réelles, on est toujours à cheval entre le MTI, qui est vraiment médecine de précision, production une à une, patient à patient, entre guillemets, et la molécule chimique ou l'anticorps, où là, on est dans des volumes beaucoup plus importants. Nous, on se trouve dans une fenêtre qui est entre les deux, et donc on n'a pas forcément trouvé facilement les opérateurs capables de produire en conditions réelles ces petits volumes, ces petits volumes de médicaments. Donc ça, c'était la première étape assez difficile. La seconde, c'est on a toujours un gap, un trou de financement à certaines étapes cruciales du développement de la start-up qui commence à être un petit peu comblé. Le PMT nous accompagne beaucoup pour trouver des solutions à ces gaps, mais ça reste encore très difficile. Et heureusement, le programme l'ANI, bioproduction, là, vient le combler également, c'est-à-dire c'est ces étapes où on va tester le médicament, est-ce qu'il est toxique ou pas. C'est très dur à vendre auprès d'investisseurs. Et là, la bioproduction, enfin l'ANI, pourrait permettre, enfin j'espère qu'on est éligible et qu'on va l'avoir, mais ça pourrait nous permettre d'aider ce financement-là qui est très, très lourd. Madame Deschamps, de votre côté, quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées en tant que start-up? Alors, une des difficultés, donc c'est comme l'a dit Sylvain, c'est la partie financière. Et particulièrement parce que sur Cancel, on développe un médicament qui est patient pour patient, qui est un carticelle qui cible IL1RAP. Et pour faire ce médicament, donc qui est de la thérapie génique, il nous faut un élément qui coûte extrêmement cher et en fait qui va rien produire. Mais il nous faut l'acheter dès le début. Et ça, c'est très compliqué à vendre aux investisseurs. Donc le gap de financement, comme l'a dit Sylvain, on espère, donc on répond à l'AMI avec le CHU de Besançon et l'EFS. Et on espère qu'effectivement, cette AMI va nous permettre de combler ce gap financier et d'avancer dans le projet. En un mot, M. Robinet, de votre côté, quelles difficultés? Quelles difficultés? Des difficultés financières, de trésorerie, comme chaque start-up. Bon, c'est la routine, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sans surprise. Sans surprise, voilà. On le sait, hein, on a signé pour ça, voilà. Donc pas d'autres particularités Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant sur nos 3 startups, donc l'Infobank, Cancel Therapeutics et Made in Pharma. Néanmoins, je vous le rappelle, si vous avez des questions qui venaient à arriver par la suite, ne vous inquiétez pas, vous nous les envoyez quand même, on leur transmettra et ils vous répondront, c'est promis. On va dans un instant parler de ce bâtiment dont on a vu une vidéo tout à l'heure, Bio-Innovation, en effet, un centre de développement spécifique à cet écosystème dont on parle depuis tout à l'heure, vient d'être inauguré donc, hier à Besançon. Nous allons en parler avec Madame Anne Vigneault, qui est présidente du Grand Besançon Métropole. Madame Vigneault, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que constitue Bio-Innovation pour cet écosystème qui nous est cher aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'on en a fait la démonstration dans les discussions, dans les échanges qui viennent d'avoir lieu, c'est-à-dire que c'est l'endroit, c'est un lieu qui facilite l'échange, qui permet de rendre possible les échanges en matière d'expertise, mais aussi donc d'offrir des plateaux techniques et d'être en fait une vitrine aussi pour faire savoir les compétences qui se sont développées sur ce territoire, ce qui est aussi important. Et donc, c'est, je dirais, finalement, l'incarnation d'un écosystème qui s'est inscrit d'ailleurs, qui s'est installé au cœur même d'ailleurs de cet écosystème, parce qu'on disait hier en inaugurant le lieu
qu'on voyait depuis les fenêtres le CHU, l'université, l'EFS et l'ensemble des entreprises qui sont environnantes. Donc voilà, c'est un lieu, c'est un hub, on dira ça comme ça, c'est un endroit où se connectent les savoir-faire, les connaissances, mais aussi les pratiques pour développer de nouvelles innovations. Alors pourquoi ce choix de Besançon Métropole de soutenir cette filière? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y avait des personnes, des femmes, des hommes, il y avait des compétences, il y avait des formations, il y avait des lieux importants. Je vais revenir par exemple sur la singularité de l'EFS, qui en fait bénéficiait d'une banque de sang placentaire qui est la plus grande banque française. On avait à cet endroit-là un certain nombre d'acteurs. Et nous, le rôle que l'on avait à jouer, c'est de faciliter, d'améliorer, de performer les relations qu'il y avait entre les uns et les autres et les accompagner très concrètement par un financement qui leur permettait de pouvoir porter les projets importants, ce qui caractérise la région, ce qui caractérise la capacité de collaboration, de travailler ensemble de notre territoire. Alors, quels sont les principaux dispositifs que Grand Besançon Métropole propose aux startups et aux jeunes entreprises innovantes dans le cadre de sa politique de soutien à l'entrepreneuriat innovant? Eh bien, on a des dispositifs qui sont des fonds qui permettent justement d'apporter des subventions concernant justement tous ces lieux d'innovation, parce que ce qui nous intéresse, c'est nos pépinières, hein, c'est notre jeunesse qui vient se former sur la ville, sur le Grand Besançon, et qui ensuite se pose la question de savoir s'ils ont comme objectif d'aller ou dans la recherche spécifiquement, ou alors, comme tout à l'heure c'était décrit, avoir un pied dans la recherche et un pied dans l'entreprise, dans le R&D ou même jusqu'à la production. Et donc, nous avons besoin, nous, sur ce territoire, d'offrir toutes les perspectives et de les accompagner. Donc, ce sont des fonds spécifiques et nous accompagnons avec les partenaires comme l'incubateur, l'accélérateur propulseur, dont il a été question là, et décrit par les acteurs qui portent ces projets. Parce qu'avec les compétences que nous avons sur notre territoire, qui peuvent ne faire que s'améliorer, nous avons effectivement la chance d'avoir un territoire producteur de savoir, producteur de produits, et producteur surtout dans une innovation technologique qui est fondamentale. On voit aujourd'hui qu'on prend une place qui est une place nationale et qui a des débouchés mondiaux importants. Eh bien, merci beaucoup, Madame Vigneault. Merci pour votre temps et merci du coup aussi pour ce nouveau centre de développement. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Vigneault. Au revoir, merci. Avant d'en arriver au mot de conclusion, j'aimerais compléter un petit peu tout ce que nous avons pu voir avec vous, Monsieur Deschamps. Je rappelle que vous êtes le président du PMT. Nous avons vu des startups très engagées. Comment le PMT les accompagne, même si on en a un petit peu déjà entendu parler? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux? Oui, je crois que l'essentiel a été dit et on a parlé beaucoup du programme Propulseur. Donc c'est effectivement un programme porté par le pôle qui va fêter bientôt ses 3 ans. On a accompagné plus de 20 startups dans le cadre de ce programme. Et ce programme régional vise à accompagner donc les startups dans 2 domaines stratégiques qui sont en phase avec la stratégie Bourgogne-Franche-Comté. D'un côté, tout ce qui est innovation liée à la santé, et de l'autre côté, ce qui est lié au smart system. Donc, eh bien, on a la chance, dans le cadre de ce programme, d'être au contact tous les jours de cette énergie extraordinaire qu'ont nos start-upers. Et puis, effectivement, on souhaite se mettre à leur côté pour... et je crois que le mot a été prononcé, pour les faire monter en compétences. Hein. C'est-à-dire les start-upers ont besoin de progresser dans ce domaine, dans les domaines de business, dans les domaines de finance, dans les domaines commerciaux. Donc là, on va effectivement se mettre à leur côté par l'intermédiaire d'un certain nombre de prestations de conseil. Et cette prestation sera faite vraiment dans un cadre très adapté, puisque chaque start-up a son propre programme et le programme est établi de façon spécifique avec le dirigeant de la start-up.
Donc je crois que là, on a vraiment prouvé depuis 3 ans que ce programme destiné aux startups de la région avait une grosse efficacité et je crois aussi répondait bien aux besoins de nos amis start-upers. En tout cas, ils en donnent l'impression. Quel va être le rôle du PMT au sein du Centre de développement bio-innovation dont on a parlé et dont on a vu des images? Alors, bio-innovation, pour nous, c'est vraiment un démonstrateur. Hein. Je crois qu'on va pouvoir, là, montrer tout le savoir-faire de notre écosystème en termes d'innovation. Le PMT va y jouer un rôle. Ce centre de développement aura pour axe domaine d'action stratégique quelques points particuliers. Il y a les dispositifs intelligents, tout ce qui est innovation liée aux produits sanguins, les thérapies innovantes et plus largement tout ce qui est lié aux bioproductions. Hein. Alors dans ce cadre-là, nous, au niveau du pôle, nous allons intervenir au plus tôt, c'est-à-dire dans la période, nous allons apporter notre expertise scientifique dans la partie évaluation des projets hein, qui rentreront dans bio-innovation. Et puis ensuite, nous aurons le rôle de guichetier, puisque nous serons responsables du guichet d'entrée de bio-innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous serons là pour accueillir les entreprises innovantes. Dans un premier temps, les faire découvrir le centre en lui-même, bio-innovation, ce formidable bâtiment et les prestations qui y sont offertes. Et puis également faire découvrir, Sylvain en parlait tout à l'heure, l'écosystème régional qui est solide, qui est large. Et donc on a cette connaissance au PMT et on en fera profiter les nouveaux venus. Et puis une fois l'installation effectuée, eh bien, on viendra les accompagner, peut-être dans le cadre d'ailleurs du programme Propulseur, hein, qui vise donc à accélérer ces startups. On va les accompagner à la fois dans leurs activités liées à l'innovation, hein, ça peut être dans la labellisation de leurs projets, dans l'accompagnement, dans la réponse aux appels à projets ou aux AMI, mais également on va les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. Et là, c'est des accompagnants d'ordre d'accompagnement stratégique ou alors, on l'a vu, hein, les aider à l'accès au financement qui est toujours un sujet pour nos amis des startups. Alors, je crois que vous avez encore de l'actualité, une actualité forte. On m'a glissé à l'oreille, ou plutôt à la tablette, que vous aviez eu un autre événement bientôt, Monsieur Deschamps. Oui, alors en 2021, j'espère et je suis convaincu qu'on pourra lancer la première édition d'un nouveau congrès qui aura lieu à Besançon, qui s'appelle Innovative Therapies Days. Ce congrès international a pour vocation de réunir un certain nombre de chercheurs et d'acteurs de la recherche dans le domaine des CAR-T-cells et plus généralement des thérapies innovantes. Il aura lieu les 14 et 15 octobre à Besançon et donc c'est un rendez-vous qu'on peut prendre dès aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Deschamps, pour ces précisions. Et donc, écoutez, merci pour les startups, en tout cas. Merci pour elles de les aider et de les épauler comme vous le faites. On va repasser la parole à Madame Marie-Guy Dufay, présidente du Conseil régional. Ce webinaire a prouvé, si c'était encore nécessaire, que la Bourgogne-Franche-Comté était largement présente sur le secteur. En tant que présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, je voudrais votre avis, Madame Dufay. Oui, je crois que vous l'avoir donné tout à l'heure. Moi, j'ai continué à suivre ce webinaire qui est très, très intéressant avec à la fois les chercheurs, les start-up et les entreprises sous-traitantes que nous connaissons, que nous soutenons avec force. Mais moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a dans cette région tous les éléments favorables par nos compétences et par la façon dont nous avons structuré un écosystème pour que vraiment on ait une filière des biothérapies extrêmement forte. Alors moi, je pense que tout cela n'est pas assez connu, hein, que ça soit à Besançon, à Dijon, sur l'ensemble de notre région. On ne sait pas assez que nous sommes en train de prendre une avance considérable dans le monde entier sur ces sujets. Bon, c'est peut-être pas grave parce qu'il vaut mieux faire que communiquer. Néanmoins, je me réjouis que, par exemple, conformément à ce que vient de dire le président du pôle des microtechniques, il y ait prochainement, là, je crois à l'automne, ce congrès international rassemblant à Besançon
tous les acteurs des biothérapies et à un niveau tout à fait international. Je pense qu'on a des marches à franchir en matière de communication. Mais l'essentiel, c'est qu'on fasse, c'est qu'on alimente cet écosystème. Alors, en ce qui concerne la région, vous me disiez tout à l'heure, et la région, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? La région, en tant qu'institution, donc elle a le formidable tremplin des fonds européens. Nous avons des fonds propres aussi que nous amenons dans les entreprises. Et puis tous les dispositifs dont on vous a parlé tout à l'heure et qui très justement aident notamment les nouvelles entreprises, les start-up, que ce soit le dispositif Entreprendre, que ce soit le propulseur, que ce soit l'incubateur, eh bien tous ces dispositifs sont fortement financés, bien entendu, par le Conseil régional. En tout cas, moi, je suis extrêmement reconnaissante à tous les acteurs de cet écosystème, eh bien de leurs avancées extrêmement signifiantes. Et il faut que nous, pouvoir public, nous soyons à la hauteur de ces avancées. Vous avez vu qu'aussi bien Dijon que Besançon sont extrêmement présents, actifs, et donc il appartient à la région d'être le chef d'orchestre de tous ces efforts. Et donc de faire savoir partout en France que la Bourgogne-Franche-Comté ne manque pas de savoir-faire et d'atouts dans le domaine, si j'ai bien compris. Oui, et l'important c'est de le faire. Merci beaucoup Madame Dufay, merci à vous pour ces quelques mots de conclusion. Il est effectivement l'heure de conclure ce webinaire, cette troisième étape du French Tour Production, de Bioproduction, pardon, excusez-moi. Merci à tous nos intervenants et aux participants à ce webinaire. Bien sûr, tous les acteurs que vous avez pu rencontrer, ou en tout cas voir aujourd'hui, se tiennent à votre disposition pour les questions que vous n'avez pas osé leur